Bienvenue à la conférence 2020. C'est formidable. Nous sommes en pleine croissance en tant que région. Il y a de plus en plus de personnes présentes à ce type de conférence. C'est la 5e année que je travaille pour ASEA. C'est ma 5e année auprès de l'entreprise, aujourd'hui au mois de janvier. Et je me rappelle de ma première conférence européenne. Nous avions 340 personnes qui participaient. Et cette année, nous en sommes à 850. Donc nous avons atteint un nouveau record. J'aimerais tout d'abord saluer tous les leaders de partout dans le monde. Nous avons Tricia des États-Unis, Chris Callow des États-Unis, Harry de Californie, April de Californie aussi, soyez les bienvenus. David d'Australie, Mel d'Australie aussi. Nous avons des personnes de partout dans le monde qui sont intéressées de savoir ce qui se passe dans cette région. C'est un grand plaisir de vous avoir tous parmi nous. Hélène, Hélène, tu es européenne, tu es irlandaise, non? Au moins dans ton cœur. Bon, c'est pour ça qu'on t'invite à chaque fois. Et avec cette croissance, souvent on est confronté aussi à des petits obstacles. Et notre obstacle aujourd'hui, c'est le fait que nous avons un problème de casque. Ah, c'est vraiment dommage. Donc je vous demande gentiment, s'il y a des gens à vos côtés qui ne comprennent pas l'anglais, vous pouvez peut-être partager votre casque avec lui. S'il y a des choses qui vous intéressent plus ou moins, vous pouvez toujours les prêter, etc. Et pour demain, nous allons faire en sorte qu'il y ait des casques, autant de casques que cela est nécessaire. Donc pour cet après-midi, ce ne sera peut-être pas suffisant, mais demain, nous allons tout faire pour que ça le soit. Nous allons démarrer avec l'Académie Ethos pour revenir sur notre philosophie. Ça fait déjà une trentaine d'années que je travaille dans cette industrie, mais aucune autre entreprise n'avait une partie qui se préoccupait de l'éthique, de la déontologie. Et nous avons un ethos, nous avons une philosophie, nous allons en entendre parler au cours des prochains jours. Et aujourd'hui, pour vous en parler, j'aimerais accueillir une personne qui m'est très chère, une personne dont nous pouvons tous apprendre quelque chose, donc je peux apprendre quelque chose. Nous sommes devenus des amis depuis ces 4 dernières années. En général, c'est assez rare de devenir amis lorsqu'on travaille dans le même contexte, mais c'est un grand plaisir d'accueillir sur scène aujourd'hui le fondateur Tyler Norton. Hello Europe. Bonjour l'Europe. Alors vous êtes heureux? Moi aussi, je suis très heureux d'être parmi vous. Je suis heureux que vous soyez heureux. C'est un grand plaisir d'être ici à Lyon, une merveilleuse ville. Et je suis très reconnaissant du fait que vous nous ayez rejoints ici aujourd'hui. Tout d'abord, des applaudissements pour Jörg. On l'aime bien, Jörg. Si c'est la première fois que vous assistez à un événement ASEA, est-ce que vous pouvez vous lever? Levez-vous s'il vous plaît si c'est la première fois que vous participez à l'Ethos Academy. Waouh! Formidable. Alors, restez debout s'il vous plaît. Pour ceux qui sont assis, je vais demander votre permission. Je vais partager des choses que vous avez peut-être déjà entendues. Vous êtes d'accord? Oui? Très bien. Vous pouvez tous vous rasseoir. Merci. Nous avons un très beau groupe, très belle audience aujourd'hui. Comme Jörg le disait, il ne connaît pas beaucoup d'entreprises qui prennent le temps d'ouvrir une conférence avec une introduction sur la philosophie du groupe. Je vais vous expliquer de quoi il s'agit. Mais lorsque mon père a commencé et a démarré son entreprise, on en a discuté et on s'est dit que nous avons déjà une technologie unique au monde. C'est la technologie la plus unique au monde. Après 10 ans, nous disposons encore de cette technologie, la technologie la plus unique de notre industrie.
Et je lui ai dit, je crois qu'il faut aussi constituer une culture d'entreprise unique qui corresponde aux produits. Nous avons discuté de la culture d'entreprise dans l'industrie en général et ce que nous pouvions faire en tant qu'entreprise pour que notre culture d'entreprise soit différente du reste de l'industrie. Et cela nous a mené à la question suivante. Qu'est-ce que l'éthos d'ASEA? Quelle est la philosophie d'ASEA? Et je vais essayer de vous faire comprendre le cheminement que nous avons emprunté. Pour ceux d'entre vous qui sont là pour la première fois, j'aimerais que vous compreniez bien que chez ASEA, nous sommes intimement convaincus que pour obtenir des résultats, eh bien, il faut aussi s'impliquer. Et le cheminement qu'on fait pour le résultat est aussi important que le résultat lui-même. Ça, c'est important pour nous. Nous partageons des produits uniques, la technologie Redox qui est unique, et nous établissons des affaires et il faut que nous le fassions de la manière adéquate. Donc, l'éthos, c'est la manière dont nous obtenons ces résultats et le fait que le cheminement est aussi important que le résultat lui-même. Nous sommes dans un monde où la manière dont nous obtenons certains résultats n'est pas très importante. Aujourd'hui, ce n'est plus très important comment on arrive à ses fins, mais ça, je ne suis pas tout à fait d'accord avec cela. Lorsqu'on parle de ce mot que vous voyez s'afficher ici, corporation, en espagnol, cuerpo, corps en français. Le mot corporation vient de la même racine. Cela vient de la racine latine corporeal, donc le corps. Donc corporation, une corporation vient de ce même terme qui correspond à corps. Et lorsqu'on parle d'organisation, organisation, ça vient de l'organe. On utilise une terminologie qui se réfère au corps en fait. Et la question que j'aimerais poser ici, si une corporation est un corps, est-il possible que cette entreprise, que cette corporation ait une âme? Qu'est-ce que vous en pensez? Oui? Vous dites oui? La question suivante alors, est-ce que la plupart des corporations ont une âme? Non. Ah, c'est intéressant. Donc vous êtes d'accord sur le fait qu'une corporation peut avoir une âme, mais vous êtes aussi d'accord sur le fait que la plupart des corporations n'ont pas d'âme. C'est ça? Pourquoi? Pourquoi est-ce que certaines entreprises ont une âme et d'autres pas? Qu'est-ce que vous en pensez? Parce qu'on est trop préoccupé par l'argent? Oui. Donc si on y réfléchit, si une entreprise, si une société est un corps et que ce corps puisse avoir une âme, qu'est-ce que c'est la définition de l'âme? Je vais vous lire la définition du dictionnaire. L'âme, c'est la partie spirituelle d'une personne qui est censée insuffler la vie au corps. Donc ça, c'est la définition telle qu'elle est tirée du dictionnaire. C'est-à-dire une âme, c'est une entité spirituelle, une partie spirituelle d'une personne qui insuffle la vie à un corps. Donc il est raisonnable de dire que l'âme d'une société, ça pourrait être la partie spirituelle d'une organisation. Bon, c'est pas la partie spirituelle d'une personne, c'est une organisation dans ce cas-là qui insuffle la vie à cette société, à ce corps, à cette corporation, donc qui serait la partie corps de la société. Donc quand on parle de l'éthos ou de la philosophie, eh bien, il s'agit de l'âme d'ASEA. L'éthos d'ASEA, ce sont les caractéristiques distinctives ou l'esprit qui définissent la culture. Si je suis la seule personne qui connaisse ce concept, qu'est-ce qui se produit? Si je suis le seul qui parle de cette philosophie et que personne d'autre n'y réfléchisse ou que personne d'autre le prenne en ligne de compte ou le partage, eh bien à ce moment-là, l'âme de la société va décliner.
Et c'est pourquoi nous avons décidé il y a quelques années que chaque conférence allait s'ouvrir sur cette description de ce concept très puissant de l'âme de la société. Nous avons décidé de dédier du temps, de l'argent pour expliquer ce concept, donc cette partie spirituelle d'ASEA qui donne la vie à la société, à l'entreprise. Est-ce qu'il s'agit seulement d'un produit, d'une bouteille? Non. Il y a aussi une partie spirituelle qu'il faut bien comprendre et qui peut être résumée en toute une série de croyances qui font partie de cette philosophie ASEA. Ce concept est né de plusieurs présentations. Certaines présentations, eh bien vous les connaissez peut-être, Alan, Trisha vous le diront, c'est des présentations qui existent depuis le premier jour chez ASEA. Et d'autres présentations sont nouvelles ou ont été ajoutées au fil du temps. Donc vous voyez ici, au bas de cette diapo, les différents concepts que nous utilisons. Chacun de ces concepts représente une pierre constitutive de ce concept de l'éthos. Donc quand on se pose la question, ça représente quoi l'éthos? Eh bien, c'est simple. Cela représente trois choses. Tout d'abord, comment vous voyez-vous et comment vous traitez-vous vous-même. Donc ça, c'est quelque chose dont nous allons parler pendant la prochaine heure et demie. Ensuite, nous allons faire une petite pause et ensuite, il y aura une deuxième séance ce soir où nous reviendrons sur ce thème-là. Comment vous voyez vous-même? Comment vous vous occupez de vous-même? Parce qu'il est important que vous vous voyez tel que vous êtes. Très peu de gens se voient, mais avec une espèce de vision biaisée. Donc ça, c'est très important. Comment vous vous voyez vous-même et comment vous vous traitez vous-même. Ensuite, comment est-ce que vous voyez les autres et comment est-ce que vous interagissez avec les autres? Parce que nous travaillons dans un secteur dans lequel nous sommes en contact avec d'autres personnes. Et si nous voulons maintenir en vie cette âme de l'entreprise, de la société, il faut bien comprendre comment nous voyons les autres et comment nous les traitons. Et la dernière partie, souvent on l'oublie, comment est-ce que vous voyez et comment est-ce que vous prenez à bras le corps cette occasion, cette opportunité. Il y a beaucoup de personnes qui me disent « Ah oui, je vis l'éthos d'ASEA ». Mais je crois que pour que ASEA fonctionne, il faut que tout le monde vive cet éthos d'ASEA. Et la question que je vous pose ce soir, c'est comment est-ce que vous vous voyez vous-même, comment est-ce que vous vous traitez vous-même, comment est-ce que vous voyez et traitez les autres et comment est-ce que vous voyez et traitez cette occasion qui se présente à vous. Et au milieu, vous avez donc le cœur de ce système, le cœur de cet éthos ASEA. Si vous avez une personne qui croit en elle-même, qui se fait confiance, qui pense qu'elle peut avoir un succès, si cette personne encourage ses voisins, les aide à progresser, si cette personne est aussi engagée et veut partager la culture du produit, à ce moment-là, on a quelqu'un qui respecte l'éthos ASEA. Donc, ces différentes présentations que vous allez voir, donc nous allons commencer de gauche à droite et vous allez voir comment nous considérons l'éthos, la philosophie de ASEA. Et vous allez pouvoir mieux comprendre comment vous vous voyez, comment vous voyez les autres et comment vous traitez cette occasion, cette opportunité qui se présente à vous et si effectivement vous arrivez à la saisir. J'espère que cela a du sens pour vous. Donc nous allons commencer avec l'éthos et nous allons commencer avec une formule qui existe depuis le début, donc E de PC. Je ne sais pas si vous avez déjà vu cette formule avant. Vous levez la main. Donc pas tout le monde. Très bien. Donc EPC.
Je travaillais par le passé dans l'industrie financière. J'étais vice-président d'une entreprise qui avait une histoire de 107 ans et beaucoup de personnes autour de moi étaient reconnues pour le bon travail qu'ils faisaient. Mais souvent, je me rendais compte que, en général, ceux qui étaient les meilleurs dans le domaine, au bout de 2 ou 3 ans, ils n'étaient plus présents sur le marché. Et je me posais des questions. Mais comment se fait-il que ces gens qui sont vraiment les moteurs de la croissance ensuite disparaissent du marché? Et il y a des gens aussi qui sont toujours là, qui sont stables, loyaux, mais qui sont rarement les personnes qui sont honorées ou qu'on voit être récompensées. Et c'est pourquoi je me suis dit qu'il y a une différence entre ces personnes qui connaissent un succès sur le long terme, tout au long de leur carrière, et d'autres personnes qui sont des étoiles filantes finalement, qui sont des étoiles qui montent très vite et qui ensuite disparaissent. Et c'est pourquoi nous avons développé cette formule qui est très intéressante. Je crois qu'elle serait intéressante même pour le reste du monde, étant donné qu'elle s'applique à différents domaines. Malheureusement, c'est rarement le cas. Les gens méconnaissent cette formule. Donc, on a 2 axes, l'axe des X et l'axe des Y. D'un côté, on a la motivation et qu'est-ce qui vous motive? Pourquoi vous engagez-vous? Qu'est-ce qui vous motive? Pourquoi vous engagez-vous? Et en bas, sur l'autre axe, vous avez différents éléments. Est-ce que ce qui vous motive, c'est l'ego et l'économique? Quand je parle d'économique, c'est bien sûr le financier, c'est l'argent. Est-ce que c'est l'argent qui vous motive? Je crois que le monde aujourd'hui nous dit qu'il faut être motivé justement pour avoir un succès nous-mêmes et un succès financier. Est-ce que c'est une mauvaise chose de vouloir avoir de l'argent ou de gagner beaucoup de sous? Non, ce n'est pas forcément une mauvaise chose. Si on mesure de 0 à 9 sur cette échelle, si on veut mesurer ses motivations à ce niveau-là, on pourrait dire que la motivation pour l'ego et les aspects financiers sont au niveau 5. Est-ce que c'est quelque chose qui est positif ou négatif? En ce qui me concerne, eh bien, je ne peux pas vous donner la réponse tant que je ne connais pas la réponse à la question suivante. Est-ce que vous êtes motivé? Est-ce que vous êtes engagé vis-à-vis des principes? Mais pour parler des principes, il faut d'abord donner une définition. C'est quoi des principes? Vous pouvez crier des mots-clés. Des principes, c'est quoi? Les valeurs? C'est quoi des principes? Si vous deviez m'enseigner ce qu'est un principe. L'honnêteté. L'honnêteté, c'est un exemple d'un principe, oui. Quoi d'autre? Les principes en général, c'est quoi? Qu'est-ce qui vous vient à l'esprit? On m'a dit valeur, on m'a dit la vérité. Des directives, très bien. L'intégrité, ça c'est un exemple. Alors bon, j'ai 6 enfants et j'essaye de leur enseigner que pour avoir du succès dans la vie, il faut s'assurer que les engagements et les motivations soient alignés avec vos principes. Et les principes, ce sont des vérités. Des vérités qui sont tellement irréfutables qu'elles peuvent s'appliquer dans différentes circonstances. Par exemple, l'honnêteté. Est-ce que l'honnêteté est une vérité qui est importante dans votre vie professionnelle? Oui. Est-ce que l'honnêteté est une vérité que l'on peut appliquer à son mariage, par exemple? Oui. Est-ce que l'honnêteté est une vérité qu'on peut appliquer dans tout et n'importe quoi? Oui. Donc l'honnêteté est un principe. Donc si on réfléchit à cela, si la motivation, si l'engagement de quelqu'un pour justement avoir des bons résultats pour elle-même ou financièrement, je ne veux pas que cette motivation soit plus élevée que son engagement vis-à-vis des principes. Vous voyez ce que je veux dire? Il faut que cette motivation vis-à-vis de l'argent qu'on remporte soit en deçà de ce principe de l'honnêteté ou de la vérité. Donc la règle numéro 1 que j'aimerais que vous appliquiez, c'est que
E soit en dessous ou en deçà de P. Donc que les principes soient plus importants que l'aspect financier. Donc imaginez, vous avez quelqu'un qui soit très motivé par l'argent, très motivé par la reconnaissance, mais que ses principes soient au niveau 2. Est-ce que vous connaissez des gens qui sont peut-être dans cette situation? Ah oui, je crois que c'est très facile de définir ou de se rendre compte qu'effectivement, on connaît des gens comme ça. Mais peut-être que c'est un effet miroir. Mais lorsque vous êtes dans la rue et que vous essayez de dépasser une voiture, elle me dit « Ah, mais là, ton E est au-dessus de ton P ». Oui, on est tous dans cette situation dans la vie où on a l'impression qu'on est un petit peu plus important que quelqu'un d'autre ou que nous devrions avoir la priorité sur d'autres. Donc ça peut se produire aussi pour tout un chacun. Il y a des moments de E supérieur à P et le E peut monter très très vite. C'est comme la tension artérielle finalement. Et je veux que vous soyez bien conscient de cela. Il est très important que le E reste plus bas que le P sur cette échelle de 0 à 9. Qu'en est-il de la capacité maintenant? Si je vous disais que si on veut mesurer entre 0 et 9, pourquoi est-ce que je n'ai pas décidé de mettre un 9 pour les principes? Parce qu'on peut toujours apprendre de nouveaux principes, on peut toujours s'améliorer. Donc je ne dirais jamais que quelqu'un est 5-9, parce que je crois qu'il y a une marge de manœuvre pour que chacun puisse progresser encore au niveau des principes. Les capacités, eh bien, ce sont vos compétences, la capacité de s'exprimer en public, de partager ces opportunités qui s'offrent à nous. Et si vous avez un bon taux ou un bon ratio entre E et P, il faut encore continuer à travailler sur la capacité, n'est-ce pas? Il faut continuer à travailler sur ses talents, sur ses compétences pour les développer. Donc je crois que, à mon sens, la situation idéale, ce serait 5-8-8 pour EPC. Donc, d'avoir une bonne estime de soi, la volonté de financièrement avoir une affaire qui soit profitable, sans pour autant compromettre mes principes et tout en développant mes capacités. Donc ça, c'est un profil intéressant ici. Que pensez-vous de ce profil en particulier? Alors, on a une personne qui est très motivée par l'argent, très motivée par son ego, l'engagement vis-à-vis des principes et haut ou bas? Bas. Donc un engagement vis-à-vis de la vérité qui est très limité. Et les capacités? Les capacités sont très élevées. Qu'est-ce que ça signifie? Eh bien, nous avons là une personne qui est très intelligente, capable, mais qui n'attache pas beaucoup d'importance à la vérité et qui est très motivée par un gain pour soi. Donc ça, c'est assez dangereux. C'est un profil EPC dangereux. Si vous voyez un profil EPC tel que celui-là, partez en courant. Éloignez-vous le plus possible de cette personne. Parce que c'est quelqu'un qui a beaucoup de capacités, mais qui ne prend pas en ligne de compte l'aspect de la vérité, l'aspect des principes. Et lorsque nous avons développé cette formule, nous avons souhaité repenser la structure de cette formule. Nous nous sommes posé la question, quel est le ratio EP ou EPC ici? J'ai un frère qui travaille pour une grosse institution financière, il est le vice-président senior et il y a une dizaine d'années ou une quinzaine d'années même, il a décidé de changer d'emploi. Il est venu me voir et m'a dit « Tyler, j'ai besoin de tes conseils ». Il a 10 ans de plus que moi. Et bon, j'étais très flattée qu'il veuille des conseils de ma part. Il est venu me voir et il m'a dit « Je crois que je vais quitter mon emploi ». Et je lui ai dit « Fais une liste, rédige une liste de tous les principes
pour lesquels tu décides de quitter cette entreprise et quels sont les principes qui te font rester. Et s'il ne s'agit pas uniquement de l'aspect financier, s'il s'agit vraiment que des principes, tu auras ta réponse. Et 6 mois plus tard, j'ai eu la possibilité d'en discuter de nouveau avec lui et il a décidé de maintenir son emploi et il m'a dit, tu sais, je te remercie de m'avoir rappelé quel est l'élément le plus important pour prendre une décision. Et c'était les principes. Une autre entreprise lui avait proposé plus d'argent, mais il a décidé de maintenir son emploi parce qu'il voulait être fidèle, il voulait être loyal vis-à-vis de la première entreprise. En plus, avec ce nouvel emploi, il aurait dû voyager plus alors qu'il souhaitait rester avec sa famille. Donc, ce sont ces principes-là qui lui ont permis de garder son emploi. On m'a proposé un emploi lorsque j'avais 30 ans. Et à l'époque, on me proposait $100 000 de plus par an que dans l'emploi. Pardon, on m'a proposé de me payer moins que là où j'étais auparavant. Et tout le monde m'a dit, mais tu sais, fais très attention à l'aspect financier lorsque tu décides d'accepter ou de refuser un emploi. Donc je suis allée voir quelqu'un, un ami, et c'est cet ami-là qui à l'époque m'a conseillé de faire une liste. Et il m'a dit à l'époque, si on prend des décisions uniquement basées sur l'aspect financier, souvent on prend la mauvaise décision. Et c'est comme ça que j'ai décidé, j'ai prié, j'ai décidé de faire cette liste et j'ai décidé d'accepter cet emploi qui était moins bien payé. Et 2 ans plus tard, j'ai rencontré la personne qui m'a fait connaître et a fait connaître à mon père le produit ASEA. Donc parfois, il y a des décisions on a l'impression qu'elles vont être justifiées ou motivées par des aspects financiers. Bien sûr, c'est important de prendre en compte l'aspect financier. J'aime l'argent, moi aussi, j'aime en avoir et j'aime bien gagner beaucoup d'argent. Mais il ne faut pas être motivé uniquement par l'aspect financier. Il ne faut pas que ce soit la motivation principale. L'industrie du marketing en réseau est connue dans le monde pour justement un E supérieur au P. On essaye de vous encourager, on vous dit « Ah oui, vous allez gagner énormément d'argent ». C'est souvent l'aspect principal qui est mis en exergue en perdant des yeux les principes. Et ça, c'est une erreur. Pourquoi? Eh bien, parce que l'industrie du marketing en réseau est la meilleure industrie pour promouvoir les principes. Est-ce que vous pouvez me nommer un autre secteur dans lequel, justement, on se réunit, on partage des vérités, on partage des principes? Vous avez des équipes qui fonctionnent bien, justement, parce qu'elles respectent des principes. Nous avons une plateforme pour le développement humain, la plus grande plateforme au monde. Pourquoi est-ce qu'il faudrait uniquement mettre l'accent sur l'aspect financier, sur l'argent? Bien sûr, nous pouvons nous estimer heureux de gagner de l'argent, d'avoir la possibilité d'avoir des bons résultats, d'être rentable, etc. Mais il ne faut pas oublier les principes. Sinon, nous devenons une entreprise, une société sans âme. Si nous gardons ça à l'esprit, si on s'en rappelle au quotidien, je me souviens d'en avoir parlé l'année dernière sur la scène en Espagne, j'ai dit exactement la même chose. Pourquoi je vous en parle ici à nouveau cette année? Eh bien parce qu'il faut s'en rappeler année après année. Il faut faire très attention de la manière dont nous interprétons ce système EPC. Il faut que l'ego et l'économique, donc l'aspect financier et l'aspect de soi, en dessous de ces principes. Donc j'aimerais le résumer ainsi. Il faut toujours gérer ses motivations et ne jamais laisser son ego ou ses motivations financières prendre le pas sur les principes de la vérité. Et il faut aussi développer ses capacités, développer ses talents, parler
sur une estrade devant d'autres personnes, partager des outils, approcher des personnes de la manière adéquate. Donc vraiment développer tous ces éléments pour devenir un vrai professionnel dans son métier et en même temps gérer les motivations. Voilà cette formule E2PC qui représente vraiment la base de l'esprit de notre entreprise. Est-ce que je suis parfait? Non, je ne le suis pas. Il m'arrive aussi d'avoir des moments où mon E est au-dessus de mon P. Il y a parfois des décisions qui sont prises un petit peu plus rapidement que d'autres. Mais est-ce que vous pensez que c'est une bonne manière d'établir une entreprise? Oui? Vous en êtes sûr? Très bien, parce que moi j'en suis certain. Vous allez m'aider à travailler dans ce sens-là? Merci. Voilà, donc ça c'était les motivations. Donc faire très attention à ces motivations, gérer ces motivations. Les principes sont beaucoup plus importants que l'aspect financier ou économique. Le concept du flux, du flow est l'un de mes thèmes favoris. Trisha m'a déjà dit que ça avait un effet également sur elle. Et je pense qu'il serait important de mentionner une autre vérité, à savoir lorsque l'on parle de la façon dont on se traite soi-même et dont on traite les autres. Et j'aimerais commencer cette séance avec une première question. Il s'agit de faire un pont, et c'est la question suivante que j'aimerais vous poser. Quel est l'effet des revenus sur le bonheur, à votre avis? Quel est l'effet des revenus, donc, sur le bonheur? Aux États-Unis, cela fait de nombreuses années que ce phénomène est analysé. Et voici le graphique qui synthétise la chose, à savoir que les revenus par habitant ont augmenté. Mais ils ont demandé à une centaine de personnes combien d'entre vous sont vraiment très heureux. Et depuis 1955, le nombre de personnes qui répondent « je suis très heureux » est resté constant. Est-ce que ça vous surprend? Vous pensez que les personnes se disent « si je gagne un peu plus d'argent, je vais être plus heureux ?» Je pense que beaucoup de personnes pensent comme ça. Mais qu'est-ce que vous voyez ici à l'écran? C'est qu'il y a quelque chose d'autre. Il y a quelque chose qui joue également un rôle. Il n'y a pas qu'un seul facteur de bonheur. Un médecin tchèque qui enseigne à l'université de Chicago et qui enseigne là dans le service de psychologie depuis 30 ans. Il souhaite analyser ce qui fait ou ce qui rend les personnes heureuses. Et ce qu'il suggère ici, c'est que le bonheur, ce n'est pas uniquement l'argent, parce que si je n'avais pas d'argent, je pense que je serais très malheureux. Mais on arrive à un niveau où l'argent ne rend pas uniquement heureux. Donc il a voulu analyser la chose. Et ce qu'il a fait, c'est qu'il a commencé à s'entretenir avec des personnes et à leur demander d'avoir leur beeper. Ils avaient un beeper en fait sur la hanche et il leur posait des questions. Qu'est-ce que vous faites à présent? Est-ce que vous êtes heureux? Sur une échelle de 1 à 9, est-ce que c'est une situation difficile? Est-ce que vous avez besoin de beaucoup de compétences pour faire ce que vous êtes en train de faire? Et les personnes répondaient à ces différentes questions et ça lui a permis d'avoir une cartographie de l'expérience humaine. Et il a fait donc cette cartographie et il a dit que les deux choses qui étaient pour lui particulièrement intéressantes pour que les personnes aient une expérience positive ou idéale, eh bien, c'est la relation entre les défis et les compétences. Lorsque les personnes ont un niveau élevé de défis et un niveau élevé de compétences, eh bien, c'est là où les personnes sont les plus heureuses. Et il appelle, en fait, cet état le flow. Et la raison pour laquelle il appelle ça un flow, c'est que les personnes décrivent cette expérience, en fait, lorsqu'ils sont confrontés à des défis, mais en fait, ils sentent qu'ils sont au niveau de ces défis. Parce que les personnes qui sont dans le flow disent d'ailleurs, j'ai le sentiment que je suis dans le flow, que je peux le faire, que je suis en mesure de réaliser ce que je veux faire. Et il parle de la notion du temps, à savoir que lorsque vous êtes dans le temps, eh bien, le temps se détend, pour ainsi dire. Vous pouvez travailler toute la journée sans même noter que le temps passe
passe, vous ne faites même pas de pause déjeuner. Et les personnes disent que lorsqu'elles sont dans le flow, elles ont le sentiment d'être vraiment à la hauteur des défis. C'est des personnes qui ont confiance en elles. Et donc, il disait, j'ai constaté que les personnes sont heureuses lorsqu'ils sont confrontés à des défis. Que se passe-t-il lorsque vous avez, par exemple, dans ce cas-là, j'ai un haut niveau de compétence, mais les défis auxquels je suis confrontée, c'est un peu plus bas. Eh bien, parfois, lorsque les gens baissent la barre, pour ainsi dire, du niveau des défis, eh bien, ils sont dans une zone de contrôle. Le niveau du défi n'est pas très difficile, ils maîtrisent la chose, mais comment revenir dans cet état de flow si vous êtes dans ce niveau de contrôle? Eh bien, dans ces cas-là, il faut que vous vous fixiez un nouveau défi. Réfléchissez. La vie, c'est un équilibre entre de nouveaux défis et de nouvelles compétences. Pensez à l'école lorsque vous étiez plus jeune. Chaque année, vous passiez à la classe supérieure, vous étiez toujours un petit peu nerveux ou nerveuse et lorsque vous constatiez que vous aviez le niveau, eh bien, vous évoluiez et vous aviez besoin d'un nouveau défi. Et là, c'est le même concept, c'est un lycéen, parce que parfois, les gens restent à un certain niveau et ils arrivent à ce niveau de contrôle. Ils se disent, bon, c'est ce que j'ai, je sais ce que je vais gagner, je sais que j'ai un chèque de temps, mais ce que le docteur Chiktikanchi, c'est beaucoup de mal à le prononcer, vous pouvez le prononcer peut-être mieux, donc si les personnes se fixent constamment de nouveaux défis, eh bien, sans de nouveaux défis, il reste à ce niveau de contrôle. Bon, par exemple, si le niveau de défi est très élevé, mais mon niveau de compétence n'est pas égal en fait à ces défis, et que ça m'inquiète un petit peu. Comment revenir au niveau du flow ici? Eh bien, il va falloir développer de nouvelles compétences. Donc, il disait que les personnes ont besoin de se pousser vers de nouveaux défis pour développer de nouvelles compétences pour pouvoir être dans le flow, être le plus heureux possible. Et c'est ce que l'on fait parfois. Parfois, lorsque vous perdez le contrôle et que le niveau de défi est très bas et un niveau de compétence, eh bien, vous êtes très relaxé. C'est un niveau de relaxation. Et ce que j'aime beaucoup avec mon père, c'est que mon père aurait pu, à l'âge de 60 ans, être dans ce niveau de relaxation. Il a pris sa retraite, il avait suffisamment d'argent pour vivre, mais mon père est vraiment l'exemple d'une personne qui se pousse pour être dans le flow. Quel âge avait mon père lorsqu'il a lancé ASEA? Il avait 69 ans. Et je dis, papa, tu n'as pas besoin de le faire. Pourquoi est-ce que tu fais une telle chose? Il était vraiment très compétent. Mais il n'avait pas l'impression d'avoir de véritables défis. Et c'est la raison pour laquelle il s'est fixé de nouveaux défis dans sa vie. Et mon père disait que ses plus belles années, c'était entre 70 et 80 ans. Il était tellement heureux de me le dire. Il m'a dit, les 10 dernières années de ma vie ont été les 10 plus belles années de ma vie. Pourquoi? Parce qu'il a continué à se lancer de nouveaux défis, même s'il avait un niveau de compétence très élevé et qu'il aurait pu se détendre, se relaxer. Et les personnes qui ont un niveau de compétence relativement bas, avec des défis relativement bas, s'ennuient. Et c'est un petit peu le cas de mon père, parce que bon, il était satisfait, détendu, mais bon, il avait envie d'aller de l'avant. Et les personnes qui ont un niveau de compétence bas et un niveau de défi bas également peuvent être dans un stade d'apathie. Donc peut-être qu'ils ont besoin d'une petite étincelle, d'avoir un petit défi pour développer de nouvelles compétences, pour se sentir mieux. Car la philosophie d'ASEA, c'est également toute la façon dont vous vous traitez vous-même. Donc il est important d'avoir un regard aussi sur soi-même. Et lorsque j'arrive de ce côté-là, eh bien, vous pouvez être inquiet également si votre niveau de défi est élevé et que votre niveau de compétence n'est pas. Et tout d'un coup, vous serez dans un niveau donc, de préoccupation et d'anxiété. Donc je trouve ça intéressant parce que, comme je vous l'ai suggéré, la question que je vous ai posée, c'est est-ce que les revenus ou l'argent
l'argent rend les personnes heureuses. Et dans une certaine mesure, oui, mais pas entièrement. D'après le professeur Tekji Tsetai, eh bien, les personnes ont besoin d'avoir le sentiment d'avoir de nouveaux défis. Quel est ce nouveau défi? Comment développer de nouvelles compétences? Comment aller de l'avant? J'en ai parlé à Trish, et tu te rappelles, Trish? Je dis, ça m'aide beaucoup. Et je l'avais désigné au tableau à l'époque parce que bon, il y avait des personnes qui étaient dans un état d'anxiété ou des personnes qui étaient relaxées. Donc, mais bon, le bonheur, c'est au centre en fait de tout cela. Donc, dans votre vie, il faut que vous vous demandiez, est-ce que vous êtes dans le flow? Est-ce que vous êtes dans le flow? Si vous travaillez pendant la journée, est-ce que votre travail vous pose de nouveaux défis? Est-ce que vous êtes plutôt dans les niveaux de contrôle, de relaxation, parce que ça fait un certain temps que vous exercez ce métier? Ce que j'aime avec ASEA, ce que j'aime avec le marketing du réseau, c'est que ça peut être pour vous une plateforme pour vous fixer de nouveaux défis et vous permettre de développer toute une palette de nouvelles compétences. Et lorsque vous investissez tous vos efforts dans ces nouvelles compétences et ces nouveaux défis, eh bien, vous commencez à devenir quelque chose. Et le fait de se transformer, ça vous fait vous sentir plus heureux parce que vous êtes en train de vous réaliser. Donc, pour résumer ici, j'aimerais vous rappeler l'importance de ce chapitre, à savoir que le bonheur et la réalisation de soi sont plus probables lorsque vous fixez des défis. Si vous ne fixez pas des défis, vous vous retrouvez dans une situation de contrôle qui ne vous rendra pas le plus heureux possible. Deuxième point, il faut que vous posiez la question, qu'est-ce qui doit me rendre heureux? Et c'est les domaines dans lesquels vous devez vous concentrer. Et là, il s'agit de nouvelles frontières. Est-ce que ça vous paraît pertinent? Est-ce que vous comprenez pourquoi ça fait partie de l'âme de notre entreprise? Parce que si mon seul objectif c'est de gagner de l'argent, votre développement personnel ne m'intéresserait pas. Parce que bon, les gens sont comme ils sont. Non, je souhaite que mon organisation et je souhaite que cette entreprise soit remplie de personnes qui aient plaisir et une satisfaction à devenir, à évoluer. Parce que les revenus, l'argent, ce n'est qu'une partie du bonheur, ce n'est pas tout le bonheur. Et si vous êtes un leader ici dans cette salle, si vous souhaitez inviter des personnes à devenir part à cette entreprise, eh bien votre responsabilité, c'est de faire en sorte qu'ils trouvent leur flow, qu'ils trouvent cet espace dans lequel ils se développent, dans lequel ils vont de l'avant. Et c'est vraiment quelque chose qui peut vraiment vous satisfaire considérablement, d'aider ces personnes à devenir heureux, à être dans le flow. Vous allez m'aider? Est-ce que vous avez faim? Est-ce que vous êtes heureux? Parce qu'il est déjà 16h30, vous êtes fatigué, vous avez faim? Vous êtes sûr que vous n'êtes pas fatigué? Tout va bien? Très bien. Parce que nous avons encore 1 heure et après nous allons manger. Ça me paraît quand même une bonne idée. Très bien. Donc, la façon d'être, ça c'est également une chose très importante. Parce que les 2 premiers chapitres, c'est la façon dont vous voyez, dont vous vous traitez vous-même. Et ici, nous commençons à parler de la façon dont vous voyez et traitez les autres. Et ça, c'est vraiment également un point très très fort. Si vous me demandez quelle est la monnaie ou la chose que je voudrais avoir davantage, la chose dont je voudrais avoir le plus, c'est l'influence. Car ça, c'est la chose la plus puissante au monde. Influence vient de influenza. Pourquoi est-ce qu'on me dit également que on l'appelle également la grippe influenza? C'est une excellente question. Eh bien, c'est un dérivé qui vient en fait d'un mot du XVe siècle. Et à l'époque, c'était en fait le pouvoir des étoiles
qui se projette sur l'homme. Et ça, c'est assez intéressant. Donc, ça a été défini comme étant cette puissance, cette force, cette lumière des étoiles qui descend sur moi et qui influence mon caractère. Donc ça, c'est un concept intéressant. Donc, quand les gens tombent malades, donc si moi, je tombe malade et Alan non, il va me dire, eh bien, ça vient des étoiles. Et ça agit sur lui, mais pas sur moi. Et ça, c'est très intéressant. Et plus tard, on a commencé à dire que l'influence ne vient pas des étoiles, mais peut venir d'Alan vers moi. Alan peut être cette puissance, cette force qui a une influence sur mon caractère, sur ma destinée. Et ça, c'est incroyable, car nous avons la capacité d'avoir une action sur le destin et le caractère des autres. Donc la question est de savoir comment augmenter mon influence. Comment augmenter mon influence? Dans ces deux livres, l'anatomie de la paix, The Anatomy of Peace, et l'autre s'appelle Leadership as Self-Deception. Est-ce que vous connaissez déjà ces ouvrages? Peu de personnes ici présentes. Ce sont d'excellents ouvrages qui enseignent une vérité qui est la suivante. Les personnes réagissent le plus à la façon dont nous les percevons et pas tellement par rapport à ce que l'on dit ou ce que l'on fait. Les personnes répondent davantage à la façon dont nous les ressentons et ils réagissent moins en fait à la façon ou à ce que l'on dit ou fait. Et ça, c'est un concept intéressant, car ce qui est dit ici, c'est que la façon dont je vous ressens va avoir une influence sur vous. Donc ça, c'est cette notion d'influence, d'avoir une influence sur le caractère et sur la destinée des personnes. Donc vous avez un comportement, ce que vous faites, mais les personnes ont des antennes et ces personnes peuvent sentir en dessous de la surface des choses. Et les personnes sont attentives à la façon dont vous les voyez. Donc la façon d'être est en dessous de ce que nous disons, ce que nous faisons, c'est à l'intérieur. Il y a deux façons d'être. Oh, je suis reparti en arrière, je vous prie de m'en excuser. Donc une façon de faire, j'avance, nous étions ici. C'est d'avoir un cœur en paix. Si vous avez un cœur en paix lorsque vous parlez à d'autres personnes, vous les voyez comme des personnes. Je vois cette personne en tant que réelle personne réelle, parce que je les vois, ce sont des personnes aussi réelles pour moi que je suis réelle pour moi-même. Je les vois en tant qu'être humain. Et leurs préoccupations sont importantes pour moi et aussi importantes que mes propres préoccupations. Et je réponds activement à leur humanité. Et si mon cœur est en guerre, un cœur en guerre dit « Je vois les autres comme des objets. Ce ne sont pas des personnes, ce sont juste des objets. » Ils sont moins réels, en fait, pour moi. C'est un E sur un P, en fait. Ils sont moins importants pour moi. Et leurs préoccupations ne m'intéressent pas. Ce n'est pas mes problèmes, c'est leurs problèmes. Et je résiste également activement à leur humanité. Rappelez-vous que nous parlons du terme d'influence. Et ce que je vous suggère, c'est que d'avoir davantage d'influence est vraiment une monnaie d'échange très importante. Mais l'influence vient de cette façon d'être. Exemple. J'étais à l'aéroport et nous courions tous en fait pour passer le plus rapidement possible à la sécurité pour attraper notre avion. Et il y avait une mère avec ses deux enfants. Et en fait, elle ralentissait le contrôle à la sécurité. Et vous voyez cette femme, et vous voyez le scénario, ce qui se passe ici. Vous vous dites, c'est lundi matin, nous allons tous manquer notre avion.
Donc on est en train de se concentrer sur nous-mêmes ici. Et ce jour particulier, je me suis rappelé de cet ouvrage dont vous avez parlé. Et je me suis dit, vois cette personne en tant que personne. J'ai 6 enfants. Donc j'ai été la voir, j'ai dit, je vais prendre vos sacs, faites attention à vos enfants. Occupez-vous des enfants, je ne vais pas toucher vos enfants, mais je vais vous aider avec vos sacs. Et lorsque l'on avançait dans cette queue et qu'elle a passé les contrôles et j'ai aidé à récupérer ses sacs, elle m'a remercié. Parce que je vais à un enterrement et personne ne pouvait garder mes enfants. Et j'étais vraiment très inquiète ce matin parce que j'essayais vraiment de ne pas perdre les enfants et de ne pas perdre mes billes. Et j'ai réalisé que chaque jour, nous rencontrons des personnes qui envoient des signaux d'humanité et que nous pouvons soit répondre à ces signaux d'humanité ou y résister. Réfléchissez. Ça se produit tout le temps. Nous avons tendance à exagérer nos différences. C'est facile de dire « elle n'aurait pas dû voyager avec 2 enfants, toute seule ». C'est comme ça que j'aurais pu justifier ma colère. Et dans ce cas-là, j'ai décidé d'avoir un cœur en paix. Et c'est ce concept de choix. Nous avons tous le choix. Parfois, nous avons le désir d'aider. Et je vous ai raconté comment j'ai été convaincue par les produits ASEA. Chaque fois que j'avais un voisin qui avait, avant même que je connaisse ASEA et avant que mon père pense à créer une entreprise, eh bien, c'était un machin. En fait, j'avais un voisin qui allait mal. Il avait vraiment un défi considérable à relever. Mais ce concept, c'est que j'avais ce désir, ce besoin donc d'aider. Et nous réfléchissions avec ma femme, on se demandait peut-être qu'on va les inviter à dîner, peut-être qu'on va garder leurs enfants pour les week-ends, mais ça nous pensait trop petit. Et ce machin que mon père vendait, je me suis dit, j'ai demandé à mon père, je t'appelle, ce machin, ce produit, ça aide? Est-ce que ça pourrait aider mon voisin? Et mon père m'a dit oui. J'étais vraiment très nerveux. J'étais un petit peu mal à l'aise pour lui donner ce produit. Je me suis dit peut-être que ça va être mauvais pour lui. Donc j'ai appelé le chef de mon église et je lui ai dit je vais t'apporter quelque chose et il faudrait que tu le donnes à Jason. Et il m'a dit qu'est-ce que c'est? Je lui ai dit je ne sais pas. C'est comme c'est un goût d'eau, mais je ne sais pas, mais dis-lui de le boire. Et donc Craig Bennett, qui est donc le leader de mon église, eh bien, a pris cette bouteille, il est allé voir Jason, il a frappé à sa porte et lui a dit « Il faut que tu bois ça, Tyler a dit que ça allait t'aider. » Et je lui avais dit de ne pas dire qui j'étais. Et pour moi, ça a été ma première expérience d'ASEA. Levez votre main dans cette salle si vous avez ressenti ce besoin, cette sensation qu'il fallait que vous aidiez quelqu'un d'autre et que ASEA les a aidés. Gardez vos mains en l'air, s'il vous plaît. Ceux qui n'ont pas encore levé la main, regardez autour de vous. Il y a beaucoup de personnes ici présentes, merci, beaucoup de personnes ici présentes qui, ils ont vu ASEA aider une autre personne. Donc, si nous souhaitons vivre cette culture, cette philosophie d'ASEA, qu'est-ce que ça signifie? Eh bien, ça veut dire que vous allez avoir des choix, et ce, chaque jour. Et les choix, ce sera soit de répondre à ce besoin d'aider ou de trahir en fait ce besoin. Vous avez quelqu'un dans votre oreille, une petite voix dans votre oreille, dans votre cœur qui vous dit il faudrait que vous parliez d'ASEA à cette personne parce que manifestement cette personne est confrontée à un défi, à une difficulté. Et dans le cas de David, Richard Lee vient vous voir et vous dit il faudrait que vous vous penchiez vraiment sur cette chance, sur cette opportunité. Et Lee a travaillé dans un restaurant 18 heures par jour. Et David, ton histoire, c'est l'une de mes histoires préférées parce que Richard a dit j'ai reçu
ressenti ce besoin d'aider. Mais il y a vraiment deux options. Je peux choisir. Je peux choisir de suivre en fait ce besoin et parler à David, ou je peux choisir de trahir en fait ce besoin. Et ce qui est intéressant, c'est que lorsque je réponds à ce besoin, eh bien, je vois cette personne en tant que personne. Si vous avez entendu l'histoire de David, ça ne nous dérange pas que je parle de vous, David. L'histoire de David, c'est donc il gère ce restaurant non-stop, vraiment 18 heures par jour. Il ne voit pas ses enfants. Il essaye vraiment de faire fonctionner ce restaurant. Et Richard Lee vient le voir et lui dit « Est-ce que tu as déjà pensé à faire autre chose à cette haute opportunité ?» Il a vu David comme une personne, comme il se voit lui-même d'ailleurs. Et ce faisant, cette personne est réelle. Lorsque nous voyons et traitons les personnes comme des personnes, pas comme des objets, notre influence augmente. Si vous souhaitez aller faire ce voyage en Finlande, si vous voulez vous qualifier pour le voyage en Afrique du Sud dans 2 ans, eh bien, il faut... Ça peut être tentant de voir des personnes comme des chiffres, comme des numéros, mais vous perdez en influence parce qu'il faut que vous vous rappeliez que nous travaillons avec des êtres humains, avec des personnes, et que nous avons tous des sentiments, parce que nous savons ce que c'est qu'être une personne, parce que nous sommes des personnes. Je sais que c'est de travailler très longtemps chaque jour. Je sais ce que c'est que d'accompagner des enfants à l'aéroport et de leur faire passer les contrôles de sécurité. J'ai emmené mes 6 enfants en Espagne et on a vu la Mélodie du Bonheur à Paris et ça nous a fait penser. Et ils chantaient à l'aéroport des chansons de la Mélodie du Bonheur. Donc je connais, donc on sait ce que ça veut dire d'être une personne, car nous avons des craintes, des appréhensions, nous avons des espoirs, nous avons des rêves. Et vous aussi. Chaque personne que vous rencontrez a des espoirs, des craintes, des préoccupations et des défis. Lorsque l'on suit cette sensation, que l'on honore cette sensation, eh bien nous avons un cœur en paix, car nous les avons vus comme personnes et nous avons fait quelque chose pour répondre à leur humanité. Mais si je trahis cette sensation et si je dis « cette femme ne devrait pas être à l'aéroport », nous sommes lundi matin, c'est le moment où tout le monde voyage et vous arrivez avec 2 petits-enfants. Donc je commence à justifier, de mon point de vue, pourquoi cette personne fait ça. Elle ne devrait pas être là. Et ce n'advient plus un être humain, c'est un objet que je vais accuser de quelque chose avec lequel je vais faire porter le blâme. Parce que ce que je fais, c'est que j'essaie de justifier mon manque de réponse à son humanité. Et ça, c'est très important parce que ça se passe dans les familles, ça se passe dans vos mariages, dans vos partenariats, dans vos relations. Nous le faisons constamment. Et lorsque quelqu'un est considéré comme un objet, à ce moment-là, votre cœur est en guerre. Rappelez-vous ce dont je parle, parce que c'est un événement de marketing en réseau. Et nous pourrions parler d'argent ici, mais vraiment, le meilleur conseil que je puisse donner à toutes les personnes dans le marketing du réseau, ce que j'essaie de vous suggérer ici, c'est que pour faire augmenter votre influence, eh bien, il faut que vous le fassiez en traitant les personnes comme des personnes, mais votre influence diminuera si vous traitez les personnes comme des objets. Question. Est-ce que le marketing en général traite les personnes comme des personnes ou comme des objets? Qu'est-ce que vous pensez? Le monde du marketing dans lequel nous vivons traite les personnes comme des objets. On utilise toutes les tactiques possibles pour nous faire répondre à leurs produits en les achetant. Donc vous avez vraiment la possibilité ici d'être différent. Différent dans votre approche et dans la façon dont vous traitez les personnes. J'ai une question. Certaines personnes viennent me voir en me disant « Qu'est-ce que je vais faire parce que ma sœur ne veut pas boire Azea ?» Et j'arrête pas de lui dire qu'il faut qu'elle boive Azea. Vous savez ce que je lui réponds? Laissez votre sœur tranquille. Laissez-la tranquille. C'est son choix. Il faut respecter son choix. Notre travail, ce n'est pas de tenter indéfiniment de convaincre les personnes parce que vous perdez en influence. Parfois, la meilleure façon
d'aborder les choses et d'augmenter la intelligence, c'est de respecter les choix des personnes. Ce que ça signifie, c'est qu'il faut que vous parliez davantage, il faut que vous parliez à davantage de personnes. Et lorsque vous commencez à apprendre à parler aux personnes et à les voir comme des personnes, d'essayer véritablement de comprendre ce qu'elles ressentent, ce qu'elles sont en train de vivre, ce faisant, votre influence augmente. Lorsque vous discutez avec ces personnes, lorsque vous voyez cette personne, que vous ouvrez votre cœur et que vous les voyez comme des personnes, eh bien, elles s'ouvrent à vous. La personne qui a rédigé cela, c'est C. Terry Warner, qui est un docteur en philosophie. Et le docteur Warner a Yale nous dit qu'il observait ses enfants un matin. Il avait 2 filles de respectivement 6 et 8 ans et il avait un bébé d'1 an, un enfant bas âge. Et les grandes filles rentraient dans la chambre pour aller voir leur petite sœur le matin. Et Dr. Warner disait, j'aimerais que vous attendiez que le bébé soit réveillé, ne rentrez pas dans sa chambre. Et un matin, il observait les 2 petites filles passer pour aller voir le bébé. Elles souhaitaient jouer avec leur petite sœur. Et il racontait cette histoire, il disait ce qui se passait, c'est que je suis sortie de ma chambre et j'ai regardé les filles. Et elles ne me voyaient pas, mais elles regardaient les petites filles qui essayaient de faire sortir le bébé de son berceau. Et en fait, elle n'était pas suffisamment grande pour essayer d'attraper le bébé. Elles essayaient en fait de faire sortir le bébé du lit, et elles essayaient de tenir le bébé. Et en fait, le bébé était vraiment très très excité et il a failli intervenir parce que en fait elles sont toutes les 3 tombées par terre. Et il a dit: mon bébé aurait dû être en train de pleurer, mais en fait elle était en train de rire. Elle venait de le maltraiter, elle est tombée par terre. Pourquoi est-ce que ce petit bébé rit? Et ça, c'est ce moment, c'est là où il a réalisé, parce que ce bébé sait qu'elle est aimée par ses sœurs et elle répond aux sentiments de ses sœurs et non pas à la chute et à ce mauvais traitement qu'elle lui impose. Et il a dit, ça c'est le moment où j'ai réalisé que nous avons la capacité en tant qu'être humain de savoir comment est-ce que les gens nous ressentent. Et je sais que je donne beaucoup de conseils, que des fois je gronde mes enfants, que mon cœur est en guerre, et dans ce moment-là, j'ai 0 influence. Lorsque j'essaie de corriger mes enfants, mais avec un cœur en paix, à ce moment-là, mon influence est vraiment très importante sur mes enfants. Donc, si j'essaie de gérer mes motivations et d'avoir un E inférieur à mon P, bien, il faut rester dans le flow. Lorsque je me crée de nouveaux défis, bien, c'est ce qui va faire que je me sens le mieux et que je suis le plus heureux. Et que ce soit avec Asia, avec chose, eh bien, ce qu'il faut que vous fassiez, c'est d'essayer de voir des personnes en tant qu'être humain. Il est important de traiter, de voir les autres en tant que personne, en tant qu'être humain. Et mon expérience est que si vous le faites, votre influence augmentera. Donc, pour résumer ce concept, rappelez-vous de la chose suivante. Il faut que vous appreniez à voir et à traiter les autres comme des personnes. Votre influence augmente lorsque vous reconnaissez et que vous répondez à l'humanité des autres. Lorsque vous voyez les autres véritablement, eh bien, vous êtes vrai également vous-même. J'aimerais que vous compreniez bien ici, parce que les personnes viennent me voir en me disant, eh bien, alors on a ce problème, on a un conflit ici. Comment régler la chose? La meilleure façon de résoudre un problème est de se poser cette question. Dans quelle mesure est-ce que je suis partie intégrante de ce problème? La majorité d'entre nous aborde un problème en accusant les personnes d'être le problème. Donc nous commençons par pointer les erreurs des autres.
l'autre et nous nous excusons nous-mêmes. Lorsqu'on se pose la question de savoir dans quelle mesure est-ce qu'on est parti du problème, eh bien on invite l'autre personne également à faire de même. Et réfléchissez-y. Combien de personnes se sont déjà disputées avec leurs partenaires ou leurs épouses ou époux respectifs? Ah, j'en suis ravie. Moi aussi. Combien de personnes ici présentes se sont disputées ou ont des problèmes avec l'un de leurs enfants? Ah, très bien. Si vous êtes dans une telle situation, commencez par vous dire dans quelle mesure est-ce que je suis partie du problème. Qu'est-ce qui se produit à ce moment-là? Vous invitez à l'autre personne à faire la même chose. Et cela permet de garder les choses en paix et non pas en guerre. Mais si je dis « Harry, c'est ton problème » et tu me dis « Tyler, c'est ton problème » et ça va dans les deux sens, eh bien nous avons une collision et mon cœur est en guerre et Harry devient un objet et je deviens un objet pour Harry. Nous nous déshumanisons respectivement. Et si je dis, eh bien, je pense que c'est mon erreur, j'ai contribué au problème et je suis prêt à l'accepter, et si Harry me dit, eh bien, c'est ce que j'ai fait, et je peux améliorer telle chose, à ce moment-là, on peut résoudre ce conflit plus rapidement. Rappelez-vous que je vous enseigne l'esprit de cette entreprise. Et ça, c'est le type d'entreprise pour laquelle je souhaite travailler. C'est le type d'organisation, d'équipe que je souhaite constituer. Je souhaite constituer une équipe qui s'engage davantage pour les principes que uniquement sur l'ego et l'argent. Je souhaite constituer une équipe où les personnes sont excitées et souhaitent se fixer de nouveaux défis parce qu'elles réalisent que je vais certainement être plus heureuse si je me fixe des défis et si je me développe. Et je souhaite constituer une entreprise et une équipe dans lesquelles nous nous traitons comme des êtres humains, que nous ayons conscience des craintes, des défis des autres et que nous ne nous traitions pas comme des objets. Est-ce que vous pensez que dans le marketing en réseau, il y a des situations dans lesquelles même des entreprises qui traitent les personnes sur les terrains comme des objets? Est-ce que ça se produit? Ça se produit très souvent. Ça se produit vraiment très souvent, même trop. Je souhaite que vous sachiez que je vous vois tous comme des personnes. Vous êtes talentueux, vous avez des capacités et vous avez consacré du temps à cette réunion d'aujourd'hui. Et ça me rend très humble. Vous êtes des personnes. Nous sommes des personnes, des êtres humains. Et le monde a tendance à oublier de se traiter mutuellement comme des personnes. Parfois, nous nous traitons en fonction de nos convictions, de nos religions, de la couleur de notre peau. Mais lorsque je suis dans un groupe tel que CI, bon, je vais être au Mexique dans 2 semaines, je vais être en Australie dans 3 semaines également, je vais voyager dans le monde et je rencontre des personnes et ces personnes sont des personnes qui font de leur mieux, ces personnes qui aiment leurs enfants, qui souhaitent faire des progrès, aller de l'avant et nous avons la possibilité d'être une entreprise dans laquelle nous nous traitons mutuellement comme des êtres humains. Est-ce que vous allez m'aider à le faire? Vous me promettez que vous allez le faire? Très bien. You're doing good. Are you... Très bien. Alors, vous avez faim? Bon, oui. Ben là, on voit vraiment, on se traite comme des êtres humains. Moi aussi, j'ai faim. Voilà la troisième partie de l'éthos de la philosophie. C'est ce que nous appelons le Believe, Belong, Become, le B3, croire, appartenir, devenir. Et c'est très important. Pourquoi? Parce que en anglais, vous voyez que les 3 termes commencent par be, donc be, être. Et il y a une relation entre ces 3 différents termes dans tous les domaines de la vie. Je crois qu'on ne peut pas les séparer par des points, mais par des petites flèches. Enfin, l'un découle de l'autre. Et je vais vous expliquer ce que j'entends par ce believe, belong, become, croire, appartenir, devenir. La première chose, si vous voulez travailler avec ASEA, il y a une chose qui est très importante, c'est qu'il faut croire en soi-même. J'ai un fils qui aime beaucoup jouer au basket. Il n'a que 10 ans. Il joue dans une équipe très compétitive et le jour de son premier match, il était très nerveux, très angoissé. À chaque fois qu'on lui envoyait la balle, qu'on lui faisait une passe, la première chose qu'il faisait, c'était de paniquer et de repasser la balle à quelqu'un d'autre, même s'il avait la possibilité de faire un panier. Et donc, je suis allée voir le premier match, le match suivant, et puis je lui ai dit, son nom c'est James, je lui ai dit, James, à chaque fois qu'on t'envoie la balle, quelle est la première chose à laquelle tu penses? Et je lui ai dit, sois honnête avec moi. Et il m'a répondu, faire la passe. Alors je lui ai dit, c'est bien.
Mais pourquoi est-ce que tu ne fais pas de panier? Alors il m'a répondu, parce que je suis nerveux, je ne veux pas que l'entraîneur s'en prenne à moi, et puis si je rate, qu'est-ce qui va se passer? Et je lui ai dit, James, je veux que tu rates. Je veux que tu rates. Et c'est un peu le message que j'aimerais vous transmettre. Tous ceux qui ont la volonté d'essayer, eh bien, il faut aussi apprendre à rater, à connaître l'échec. Sinon, comment est-ce que vous allez savoir que c'est possible si vous ne tirez pas? Peut-être que vous avez déjà travaillé pour une entreprise qui vous a appris à être raisonnable, à ne pas prendre de risques. Peut-être qu'on vous a appris à l'école de ne pas prendre de risques. Si on essaye, vous risquez de connaître un échec. Peut-être que c'est ce que vos parents vous ont enseigné. Peut-être que vos parents un jour vous ont dit « Ah oui, non, il vaut mieux pas tenter parce que vous risquez l'échec. » Ou alors, vous n'essayez que lorsque vous êtes sûr que vous allez marquer. Moi, j'aimerais aussi que vous connaissiez des échecs, que vous ratiez. C'est pas grave. Ce n'est pas grave. Il faut essayer. Essayer, c'est le plus important. Il faut se mettre dans cette position-là de tenter. Et au match suivant, encore une fois, il n'a pas réussi il n'a pas souhaité tenter, mais au match suivant, il a réussi. Il a décidé de tenter un panier 12 fois, il n'a réussi à marquer qu'une fois. Et au fur et à mesure, il a réussi à faire plus de paniers. Et à partir d'aujourd'hui, il n'a plus de problème. Justement, il essaie de faire trop de paniers. Et maintenant, j'essaie de lui enseigner de ne pas tellement tenter et d'essayer d'être plus raisonnable. Voilà. À partir de quel moment est-ce qu'on a confiance en soi? J'ai travaillé avec quelqu'un, c'était quelqu'un qui travaillait sous mes ordres. Il avait 65 ans, il n'était pas vraiment épanoui dans son travail, il était assez grognon. Et je lui ai dit, mais qu'est-ce que tu veux dans la vie? Et il me disait, je veux ceci ou cela. Et je lui ai demandé de m'expliquer clairement ce qu'il voulait. Et il me disait, mais je veux faire plus pour l'entreprise, et je devrais faire ceci, je devrais faire cela, je devrais gagner plus d'argent. Et le lendemain, j'ai décidé de lui donner une augmentation parce que je voulais qu'il croie en lui-même. Mais lorsque je lui ai donné cette augmentation, je lui ai dit, ne sois pas une victime. C'est à toi maintenant de montrer, d'avancer. Ne viens pas au travail en réclamant de tout ce qui ne va pas. Il faut que tu avances. Je n'aime pas que les gens me disent, ah oui, mais aujourd'hui j'ai des mauvaises cartes, ça ne va pas bien. À un moment ou à un autre de notre vie, on est tous dans une mauvaise posture. Mais je veux que vous croyiez en vous-même. Bien sûr, vous allez peut-être échouer. Bien sûr, vous allez peut-être manquer le panier. Mais tous ceux qui sont devant, tous les leaders d'ASEA, un jour ou un autre, ils étaient confrontés à un échec. Et c'est vrai que lorsqu'on démarre une nouvelle aventure, on a peur, on a des appréhensions. Mais je crois que la première chose, la chose la plus importante, c'est de croire en soi-même. Et Cummings a dit un jour, une fois qu'on croit en soi-même, on prend des risques. On peut devenir curieux, on peut être plus spontané, ou on peut tenter n'importe quelle expérience qui nous permet de vraiment révéler son esprit humain. Donc c'est très intéressant de voir qu'une entreprise, notre entreprise, permet de prendre des risques. Personne ne prend de risques à moins de croire vraiment en soi-même. Mon fils, comme je vous le disais, avait peur d'échouer, de manquer au basket, et je lui ai enseigné que ce n'était pas un problème s'il ratait le panier. Il faut prendre ce risque d'être curieux, quelque chose qui révèle vraiment votre esprit. Il y a des gens, après avoir travaillé 2 ans chez ASEA, sont venus me voir et me dire je pensais pas qu'un jour je prendrais la parole devant une audience sur une scène, je pensais pas que j'arriverais à constituer une équipe internationale. Et ça, c'est quelque chose qui me rend vraiment heureux parce qu'ils croient vraiment en eux-mêmes. C'est des gens qui n'avaient pas cette confiance en eux et qui ont réussi à la gagner. Donc croire en soi-même. Et vous devriez aussi aider tous les gens qui vous entourent à croire en eux-mêmes pour leur permettre d'avoir plus confiance en eux.
Il faut aussi croire aux produits. Nous avons des produits formidables. Le premier produit ASEA, ainsi que toutes les gammes. Nous avons aussi décidé de lancer le produit Omega. Vous pouvez applaudir. On le lancera demain. Vous allez le découvrir demain. Et pour pouvoir expliquer l'aventure de la technologie Redox avec des produits nutritionnels, c'est quand même quelque chose de formidable. L'une de mes expressions préférées, c'est celle du Dr Michael aux États-Unis qui m'a dit Tyler, lorsque je pense à l'aspect biochimique de notre corps, c'est comme deux danseurs qui se trouvent sur une scène de bal. Chacun des mouvements fait partie d'une chorégraphie, ils sont intriqués, ils se complètent les uns les autres, ils peuvent changer selon le rythme, selon la musique. Mais si vous prenez l'un des partenaires et que vous l'éliminez, vous n'avez plus ce couple absolument fascinant. Ça peut être un petit peu maladroit, même étrange, si les deux partenaires sont pris individuellement. Et c'est la même chose avec les molécules de signalisation redox. Si elles sont couplées à une bonne nutrition, à ce moment-là, vous avez le couple parfait et vous pouvez mener une vie en pleine santé. Donc, ces deux éléments, redox et la nutrition, et pour que l'un fonctionne, il faut qu'il soit couplé avec l'autre. Si vous n'avez pas une bonne nutrition et redox, la puissance, le pouvoir de redox n'atteint pas son potentiel maximum. Il n'atteint seulement ce potentiel si vous avez cette combinaison. Nous avons les brevets, nous avons la recette pour faire fonctionner redox et la science se rapproche au fur et à mesure de nous. Nous sommes dans une position tout à fait unique aujourd'hui sur ce marché. Notre produit a un impact très élevé et une grande intégrité. Si vous connaissez nos produits aujourd'hui, nous prenons beaucoup de précautions. C'est des produits qui ont une incidence sur la vie des gens, avec une grande intégrité, encore une fois. Walt Disney a dit, si vous voulez croire à quelque chose, croyez-le jusqu'au bout des droits. Croyez-le et ne le remettez pas en question. Et encore une fois, si vous croyez en vous, il faut croire en vous jusqu'au bout et croire aux produits jusqu'au bout. Qu'en est-il de l'entreprise? ASEA occupe une position unique aujourd'hui. Si vous prenez notre croissance au cours des 10 dernières années, vous voyez qu'au cours des 2 dernières années, nous avons doublé nos chiffres. L'entreprise est à une période très intéressante. Chuck Funky me dit toujours, c'est comme un avion. Nous avons un avion aujourd'hui, un avion qui a décollé et nous sommes en pleine apogée. Et cet avion peut aller très haut dans le ciel. Nous sommes prêts à croître d'un point de vue structurel. Ça fait déjà un moment que nous travaillons sur l'établissement de l'entreprise. Nous en sommes à un point très intéressant dans notre histoire. Notre mission, c'est d'améliorer la vie des gens. C'est aussi simple que cela. Nous voulons que les gens aient une meilleure qualité de vie et nous voulons être une force pour quelque chose de positif dans un monde qui en a besoin aujourd'hui. Je crois qu'aujourd'hui, le monde a besoin de plus de positivité, de plus de choses positives. Nous voulons aider les gens autant que cela est possible. Il y a quelques semaines, j'étais à Washington, D.C. et j'ai été très touchée au plus profond de mon cœur par une anecdote qui m'a été racontée. C'était une maman avec 2 enfants. Les 2 enfants sont confrontés à un gros défi. Cette jeune femme a été abandonnée par son partenaire du fait du problème auquel étaient confrontés les enfants. Et j'en étais très triste et je lui ai demandé de se lever au cours de la réunion
pendant laquelle nous l'avons rencontrée. Je lui ai demandé de faire part de son histoire, de ses difficultés, et à la fin de la réunion, elle est venue me voir, elle m'a dit « Merci beaucoup de m'avoir permis d'intervenir. J'ai vraiment eu le sentiment que je compte pour quelqu'un. » Et je suis rentrée dans ma chambre d'hôtel et c'est quelque chose qui ne m'est pas sorti de la tête. Je me suis dit, cette maman, elle essaye d'élever ses 2 enfants et ce soir, j'ai eu un impact pour elle. Et elle s'est sentie importante aussi. Et je lui ai dit aussi le lendemain, je lui ai dit, c'est très important que vous partagiez votre histoire, que vous inspiriez les gens. Et ne croyez pas que votre vie, que votre parcours n'est pas important. Et je lui ai demandé de se lever. J'ai demandé aux autres participants de l'applaudir parce que c'est une mère fantastique, parce que c'est une jeune femme fantastique. Et je vous ai dit, je veux améliorer la vie des gens, même si c'est une personne à la fois. Et une maman qui élève ses 2 enfants seule doit se sentir soutenue. Elle ne doit pas se sentir perdue. Si vous essayez d'établir votre entreprise, n'oubliez pas justement cette composante. Il faut améliorer la vie des gens, Peut-être petit à petit, pas à pas. Ça n'a pas besoin d'être seulement par le biais de l'utilisation des produits ASEA, mais il y a beaucoup d'éléments différents qu'on peut utiliser pour améliorer la vie des gens. Nous voulons devenir aussi le leader mondial reconnu pour la santé cellulaire et les technologies basées sur Redox et avoir la possibilité de distribuer à l'échelle mondiale les produits qui changent la vie, mais aussi proposer des occasions financières et partager la culture ASEA. Nous avons des participants de l'Europe entière présents ici et je suis ravie que vous écoutiez cette philosophie, que vous participiez à cette réunion et si cela vous permet d'être un meilleur mari, une meilleure épouse, un meilleur citoyen dans votre communauté, à ce moment-là, on aura atteint notre objectif. Avoir réussi à améliorer la vie des gens et à améliorer la vie du monde, tout simplement. Je vous remercie. Chaque année, nous remettons à jour notre stratégie en tant qu'entreprise. Nous avons une stratégie claire avec le développement produit, validation produit. Nous souhaitons aussi étendre nos activités sur d'autres marchés, développer les marchés sur lesquels nous sommes déjà présents. Nous faisons aussi de la gestion financière et de la gestion des risques et nous nous concentrons également sur la culture et le développement des talents. Voilà les 5 éléments essentiels, les 5 stratégies clés pour faire progresser l'entreprise. Nous avons un groupe, un leadership qui est très fort. Il y a mon père, bien sûr, qui continue à venir aux réunions du directoire. Et cette opportunité, ce plan de compensation est unique. C'est quelque chose de complètement différent. C'est une manière différente de pouvoir être rémunéré. Donc ce plan de rémunération est intéressant, notre éthique est intéressante. Je crois qu'il y a peu d'entreprises qui enseignent ce type de philosophie, ce type d'éthos, qui sont vraiment toute une panoplie d'instruments pour améliorer la vie des gens. Ici, vous voyez un petit dépliant qui explique notre entreprise. Je crois que ASEA est vraiment dans une posture très forte. Nous n'avons pas de dette sur le long terme. Nous sommes complètement contrôlés par les fondateurs et les personnes qui sont à des positions, à des postes de décision. Et nous avons la possibilité, grâce à cela, de financer notre croissance de manière organique. C'est une entreprise qui est en bonne santé financière et il ne faut pas seulement croire en vous-même et en nos produits, mais aussi en l'entreprise parce que nous occupons une place très forte aujourd'hui. Et parfois, les gens ne comprennent pas bien ce que c'est le marketing de réseau. Est-ce que vous connaissez le Super Bowl? Le Super Bowl, c'est du football américain. Je ne sais pas si vous connaissez bien, mais la
NFL, qui est la fédération de sport et de football américain, représente 14 milliards de dollars. L'industrie de la musique représente 18 milliards de dollars. L'industrie du film, quant à elle, représente 41 milliards. Les produits bio partout dans le monde représentent 45 milliards de dollars. Et les jeux vidéo, ça aussi c'est très impressionnant de voir ce chiffre, une industrie de 108 milliards de dollars. Le marketing de réseau, 190 milliards de dollars. Donc ce n'est pas une petite industrie, c'est une industrie qui pèse très lourd. Et lorsqu'on réfléchit à ce chiffre, et lorsque parfois on se dit « Ah, mais je ne sais pas si c'est vraiment une industrie pour moi », c'est une industrie qui génère énormément d'argent. Je crois qu'il faut être très fier de s'associer au marketing de réseau. Souvent, les gens me disent « Oh, je n'aime pas trop le marketing de réseau », tandis qu'aux États-Unis, un foyer sur 9 est impliqué dans le marketing de réseau. C'est pas quelque chose qu'on est à ses premiers balbutiements où on tâtonne. Non, au contraire, c'est quelque chose qui fonctionne bien, qui peut permettre de remplacer un salaire. Ce magazine Direct Selling News a évoqué ces chiffres, a montré que le marketing de réseau est en pleine croissance. Il y a énormément de marchés pays qui sont au-delà de 1 milliard de dollars. Donc il faut croire en cette industrie. Ce n'est pas une passade, c'est quelque chose qui fonctionne et qui fonctionne depuis des années. Et je crois qu'il faut aussi croire les uns en les autres. C'est très important. Si vous croyez en tout cela, vous pouvez dire « je crois en vous, je crois en toi ». La chose la plus importante à dire à son voisin, c'est « je crois en toi ». Lorsque mes enfants ou mon fils va jouer au basket, je ne lui dis pas bonne chance, je lui dis je crois en toi. Je crois en toi, c'est très important, c'est un message très important. Il y a parfois des situations dans lesquelles les gens autour de moi croient plus en moi que moi en moi-même. Donc croire en quelqu'un est très important. Et lorsque vous croyez les uns en les autres, que se produit-il? Si je sais que Trish croit en moi, et si moi je crois en Trish, et que je lui dis Trish, je crois en toi, et Trish me dit Tyler, je crois en toi. Bon, il y a quelques petits problèmes, quelques petites choses qui ne vont pas, mais si on croit les uns en les autres, il y a cette appartenance qui s'établit. C'est-à-dire, si tu crois en moi et que je crois en toi, il y a ce lien d'appartenance, on arrive à travailler les uns avec les autres. Donc, croire en soi, croire aux produits, croire en l'entreprise, croire en l'industrie. Et lorsqu'on croit en quelqu'un d'autre, si je vois Cécile et je dis « Cécile, je crois en toi » et Cécile me dit « Tyler, je crois en toi », il y a ce lien, cette appartenance qui s'établit. Et c'est quelque chose de très puissant dans notre culture. Si vous croyez en quelqu'un, ce lien d'appartenance se crée. J'aimerais vous parler d'appartenance maintenant. Mère Teresa a dit, si nous n'avons pas la paix, c'est parce qu'on a oublié que nous appartenons les uns aux autres. Nous avons ce lien d'appartenance et il ne faut pas l'oublier. Vous connaissez peut-être la pyramide de Maslow avec les besoins physiologiques, de sécurité. Et c'est quoi le troisième? Eh bien, c'est l'appartenance, l'amour et l'appartenance. C'est ça le troisième besoin qui se profile sur cette pyramide. Et lorsque vous arrivez chez Azea, vous devriez ressentir cette appartenance. Cette appartenance, cet amour sont deux éléments essentiels dans la hiérarchie des besoins. Et si vous avez l'impression que vous n'appartenez pas à l'entreprise, si vous êtes préoccupé, si je suis préoccupé par rapport à Alan ou à d'autres, s'il n'y a pas ce lien d'appartenance, il n'y a pas d'esprit dans l'entreprise, il n'y a pas d'âme. Donc cette appartenance
l'appartenance est très importante. Lorsqu'on croit les uns en les autres, eh bien, on appartient les uns aux autres. Qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, si vous appartenez les uns aux autres, vous servez vous vous servez les uns les autres. Vous vous aidez les uns les autres. Le service. Le service, c'est une vertu qui permet de voir qui sont les plus grands de ce monde. Le service est une marque qui permettent de diviser les plus grands du monde, ceux qui aident, ceux qui donnent le service et ceux qui empêchent, ceux qui vous permettent de vous élever et ceux qui vous rabaissent, ceux qui contribuent et ceux qui consomment. C'est quand même beaucoup plus gratifiant de donner que de recevoir, parce que servir, encourager, donner de la sympathie, démontrer un intérêt, d'essayer de balayer les craintes ou les préoccupations. C'est important, c'est rendre un service. Lorsque nous nous servons les uns les autres, c'est cela qui peut se produire. Ça, c'est vraiment ma citation préférée. Je l'ai lue pour la première fois lorsque j'avais 25 ans. C'est vraiment pour moi le sens de la vie. Et j'aime particulièrement les mots en vers. Aider, contribuer, élever, donner des encouragements, sympathie, intérêt, amour. Donc ça, c'est important. Et lorsqu'on appartient les uns aux autres, il faut justement les élever, les aider, contribuer. Voilà les termes qui devraient définir l'âme d'une entreprise, l'âme d'une société. Si nous ne respectons pas ces choses-là, donner des encouragements, de la sympathie, de l'intérêt, de l'espoir, à ce moment-là, on ne s'intéresse pas aux autres. Dans une entreprise où on ne se préoccupe pas les uns des autres, il n'y a pas d'âme, il n'y a que des chiffres. Et le terme que j'aime le plus, c'est celui-là. Build, il me vient de ma mère. Build, construire. C'est l'une de mes photographies préférées de ma mère. Mon père, Vertus Norton, c'est le père d'Azea, et ma mère, c'est la mère de l'éthos, de la philosophie d'Azea. C'est grâce à cette femme que nous avons cette culture d'entreprise. Lorsque j'étais petit garçon, elle me faisait apprendre des poésies par cœur. Et pourquoi j'ai choisi ce mot « build », construire, c'est à cause de ce poème. Et elle me rappelait qu'il est beaucoup plus difficile de construire quelque chose. Le poème dit « Je les ai vus détruire un bâtiment dans une ville et nous avons vu qu'une poutre tombait. J'ai demandé aux hommes, est-ce que c'est ce type d'homme que vous embaucheriez s'il fallait construire quelque chose? Ils m'ont dit non. Nous avons besoin d'un travail commun, c'est tout ce dont nous avons besoin. Nous pouvons détruire très facilement en une journée ou deux ce que des constructeurs, ce que des entrepreneurs peuvent faire en un an ou deux. Et la question que je me pose, est-ce que je suis quelqu'un qui construit, qui travaille avec beaucoup de soin? Est-ce que je suis un bâtisseur? Est-ce que je suis un plan? Est-ce que je fais de mon mieux pour bâtir? Ou est-ce que je suis quelqu'un qui détruit, un destructeur qui marche dans la ville et qui détruit tout ce qu'il trouve sur son passage? Donc voilà une traduction paraphrasée du poème. Donc vous imaginez, ma mère a mis ce poème sur le frigo et m'a dit « Je te donne 25 centimes si tu arrives à mémoriser ce poème ». Alors je me rappelle avoir répété dans ma tête, essayé d'apprendre par cœur ce poème. Et ce qu'elle a fait avec ce poème, c'est d'instiller un principe en moi. Elle a essayé de m'enseigner le fait que, bien sûr, on peut
Un bâtisseur prend des années pour construire quelque chose, mais pour détruire, c'est beaucoup plus simple. Détruire peut être fait en quelques secondes. Et lorsque je rentrais à la maison et que je disais « Ah oui, mais un professeur m'a critiqué aujourd'hui à l'école ou j'ai eu des critiques, des commentaires négatifs à l'école », elle me disait « Oui, mais rappelle-toi du poème, c'est beaucoup plus facile de détruire que de construire. » Et justement, c'est dans ce sens-là que je veux que vous réfléchissiez. Il faut construire, il faut bâtir. Et la manière dont nous bâtissons, dont nous construisons, c'est justement en établissant sur des personnes, en construisant, en se servant de ces personnes comme d'un socle pour construire quelque chose. Lorsqu'on appartient les uns aux autres, on sert les uns les autres et on a la possibilité de construire, d'établir, de bâtir sur ces personnes. Et c'est là qu'intervient le troisième terme, c'est comme cela que l'on devient. Si Alan et moi, nous croyons l'un en l'autre, à ce moment-là, nous appartenons l'un à l'autre et c'est ainsi que nous devenons. Le résultat, ce n'est pas forcément des revenus, nous voulons devenir. C'est très important de devenir. Bien sûr, les revenus sont importants, l'aspect financier est important, mais ce n'est pas la seule chose qui est pertinente. John Ruskin a déclaré un jour que la récompense la plus importante pour une personne, ce n'est pas ce qu'ils reçoivent, c'est la manière, c'est ce qu'ils apprennent, c'est ce qu'ils peuvent devenir. Et Monsieur Hal Elrod a dit faites en sorte qu'aujourd'hui devienne le jour où vous allez vous développer, où vous allez vous épanouir. Nous avons un magazine qui s'appelle Become. C'est le magazine où nous honorons les différentes personnes pour leurs accomplissements. Nous voulons montrer ce qu'ils sont devenus. Encore une fois, si l'on prend la pyramide de besoins de Maslow, c'est ce qui se trouve au sommet de la pyramide, ce que nous devenons. C'est la réalisation de soi. J'ai grandi dans le Connecticut et voilà un automne dans le Connecticut. Donc c'est absolument merveilleux, c'est magnifique. Il y avait, vous voyez ici un chêne avec des glands. En général, on avait des seaux entiers de glands qu'on se jetait les uns sur les autres. Et j'aime beaucoup les arbres. Les arbres peuvent nous enseigner énormément de choses. Si vous prenez un arbre, vous voyez ici les différents anneaux. Et ces différents anneaux ont une grande signification. Lorsque vous coupez un arbre, vous pouvez lire énormément de choses, justement, rien qu'en prenant ces différents anneaux. Vous pouvez voir si cet arbre a été confronté à un incendie, à une pénurie d'eau, etc., etc. Donc c'est vraiment de la croissance dans la croissance. Lorsque nous grandissons, eh bien, nous bâtissons, nous construisons. Et il y a un autre poème que ma mère m'a enseigné lorsque j'étais petit. C'est un poème sur les arbres qui s'appelle Good Timber. Et c'est pour ça, c'est à cause de ce poème que j'aime beaucoup les arbres. C'est l'histoire d'un arbre qui n'a jamais eu besoin de se battre pour un peu de soleil et un peu d'air. Et cet arbre n'a jamais eu besoin de se battre. Et c'est la même chose pour un homme. Si un homme n'a jamais eu besoin de se battre, n'a jamais eu besoin de se battre justement pour avoir de l'eau, de l'air, de la nourriture, ne peut jamais devenir un vrai homme. Mais justement, n'arrive pas à se développer. L'arbre le plus fort, c'est l'arbre qui a dû se battre contre le vent. C'est l'arbre qui a dû se battre pour avoir de l'air, de l'eau. C'est l'arbre qui a dû se battre justement contre le vent, contre la pluie, contre la neige. Et c'est dans les forêts qui sont confrontées justement à tous ces événements, les forêts dont les arbres ont été battus, qui ont perdu leurs branches, qu'on trouve les arbres les plus forts. C'est un beau poème, n'est-ce pas?
Ma mère nous a présenté ses poèmes. En général, comme je vous le disais, elle nous donnait une récompense de 25 centimes si on arrivait à les apprendre. Et c'est quelque chose qui a vraiment marqué ma philosophie. Justement, ce poème sur cet arbre, l'arbre qui doit se battre pour grandir, l'arbre qui est confronté à différents éléments, à différentes difficultés pour grandir, que ce soit le soleil, la pluie, la neige, qui est confronté à différents défis. Et bien, c'est une jolie métaphore qui vous permet de comprendre qu'il faut surmonter différentes choses pour se réaliser. Il faut surmonter les défis. C'est ça qui nous permet d'arriver à la réalisation de soi. Je ne sais pas si vous êtes au courant, mais Trish, c'est l'une des personnes qui gagne le plus d'argent dans l'entreprise. Mais vous n'êtes peut-être pas au courant de toutes les épreuves qu'elle a dû traverser pour en arriver là. Je connais l'expérience de Trish, les épreuves qu'elle a dû traverser avec Bob, et c'est très important d'en parler. C'est grâce à ce travail, grâce au fait qu'on arrive à surmonter des épreuves que l'on grandit. Et mon père me dit souvent que, en général, on est estimé dans la vie si justement on arrive à traverser les différentes épreuves dans la dignité. Donc encore une fois, la croissance, l'appartenance sont les racines qui nous permettent de devenir. Et parfois, on se sent comme un arbre seul, isolé, mais vous n'êtes pas isolé. Vous êtes dans cette forêt azéa, entourée d'arbres, et vous appartenez à cette forêt. Et c'est ainsi que vous voyez la relation. Ce n'est pas une relation linéaire, mais plutôt comme un cercle ou comme un escalier en colimaçon, pour ainsi dire, parce que vous passez par ces différents processus, ces processus de croyance, d'appartenance, et vous devenez, et puis ça recommence. C'est comme une spirale ascendante, comme un escalier en colimaçon ascendant. Donc un petit résumé sur ce B3, il faut croire en soi-même, ça c'est très important, c'est la condition sine qua non, croire en soi-même, et croire aussi que ça vaut la peine d'essayer, ça vaut la peine d'échouer et de se relever. Je veux que vous croyiez aussi au produit, à cette chance, à l'industrie, à notre entreprise, mais aussi à cette appartenance au groupe. Le résultat, ce n'est pas seulement l'argent, c'est aussi de surmonter les épreuves et de devenir, d'atteindre votre potentiel. Et si cela n'est pas possible, si vous n'arrivez pas à vous développer, à atteindre votre potentiel, alors à ce moment-là, nous avons échoué en tant qu'entreprise. Parce que notre vision, c'est justement notre produit. Alors, est-ce que vous êtes d'accord avec tout ce que j'ai dit jusque-là? Est-ce que vous arrivez à me suivre? Est-ce que vous avez toujours faim, surtout? Dans ces cas-là, je vous propose de faire une petite pause. Nous allons marquer une petite pause. Je ne me rappelle plus du temps que nous allons consacrer à la pause, une trentaine de minutes. Vous avez donc une demi-heure de pause. Grignotez quelque chose, requinquez